Bienvenue à cet épisode de l'Alpha Body Show. Dans cette émission, le but, c'est de créer 1 million d'alpha qui obtiennent un corps sain, fort et musclé qui leur permet de vivre leurs rêves et d'exploser dans tous les domaines de leur vie. Tu vois, un problème dans le fitness, c'est que tout le monde pense qu'il faut faire du cardio et manger de la salade pour avoir un corps dessiné, sec et musclé ou pouvoir perdre du poids. Et notre but, c'est d'aider un maximum de personnes à avoir ce physique-là tout en brisant les fausses croyances du monde du fitness et de la nutrition. Maintenant, je vous présente l'invité du jour. Cette personne qui n'est pas encore un alpha, mais qui représente absolument toutes les valeurs de l'alpha. C'est Philippe Béja. Bienvenue à cet entretien. Bienvenue, merci. Bonjour à tout le monde. Je voulais vous présenter Philippe simplement pour son histoire. C'est quelqu'un qui aime beaucoup le fitness, qui gère des salles de sport, mais il a une histoire tellement impactante de être tombé et s'être relevé plusieurs fois dans sa vie que je pense que c'est un exemple inspirant de ce vers quoi on devrait tous tendre. Donc, est-ce que tu peux nous raconter simplement, je vais laisser parler Philippe, de ton histoire, comment tout a commencé? Sans aucun problème, on va essayer Ouais. de faire assez court, mais de façon aussi quand même à vous expliquer d'où je viens. Donc déjà, j'ai 51 ans. Je suis dans le fitness depuis 13-14 ans. J'ai commencé en tant qu'adhérent pour après finir en tant que patron de club de fitness. Mais avant cela, j'ai eu, alors je ne sais pas si je vais dire malheureusement, mais j'ai eu d'autres vies en tant que chef d'entreprise. Et j'ai commencé à l'âge de 20 ans. Donc, même un petit peu avant, où j'avais décidé d'organiser des concerts dans un petit village un peu perdu dans le fond de la France, sans connaître rien du tout au showbiz, ni personne, aucun contact. Et j'avais décidé d'organiser des concerts avec des gens comme Florent Pagny et bien d'autres, Phil Barnet, il y avait le groupe Image. Et j'ai réussi à amener du monde à ce concert, qui est des 3-4 000 personnes dans des petits villages. Malheureusement, je me suis fait un petit peu avoir par le manager, puisqu'on doit donner de l'argent pour un cachet, le cachet pour les artistes. Voilà, le manager est parti avec la valise pleine d'argent et je me suis retrouvé. Ce concert n'a pas eu lieu, mais il y avait des personnes qui étaient présentes. Il a fallu que je les rembourse. Ça a été mon premier échec. Donc là, ça a été une chute, puisqu'à l'âge de 20 ans, je me suis retrouvé endetté. Et il a fallu que je continue un petit peu ma vie. Donc travailler, j'ai trouvé plusieurs boulots différents. Plein de boulots qui correspondaient pas du tout à mon CV, à mon curriculum vitae, on va dire. Et puis, au fur et à mesure, j'ai Tu avancé. avais combien de dettes à cette époque-là? J'avais 20 000 euros de dette à l'âge de 20 ans. Donc, simplement, tu as dû rembourser personnellement toutes les Voilà. personnes, alors que le mec est parti avec la valise, avec tous les ventes de tickets, quoi. Exactement ça. Il a fallu que je rembourse toutes les personnes qui étaient présentes à ce concert, alors que j'avais plus d'argent, plus rien. Donc, ça m'avait coûté 20 000 euros. Mes parents m'ont aidé. J'ai fait plein de boulot pour ça. En gros, une journée de 24 heures, je travaillais deux fois 8 heures. Et le reste, je dormais ou j'essayais de récupérer. Et ça a été ma vie pendant 4-5 ans après. Et ensuite, j'ai intégré une entreprise. Donc, je faisais plusieurs boulots. J'ai eu l'opportunité d'entrer dans une société qui s'appelait la Compagnie Générale des Eaux, toujours en tant que salarié. Et puis, j'ai gravi les échelons. C'est-à-dire que j'ai une particularité, à mon avis, et la force, c'est que je veux être toujours meilleur. Donc, je veux toujours apprendre, je veux toujours progresser. Et ce qui se passe, c'est que dans ce boulot, au sein de la Compagnie Générale des Eaux, j'ai évolué, j'ai gravi les échelons, jusqu'au jour où je me suis retrouvé responsable d'une agence dans une ville. Et je me suis dit, mais voilà, moi, je fais le boulot pour le grand boss. Donc, le big boss, c'était Jean-Marie Messier, donc PDG du groupe Vivendi Universal, 440. Et je me suis dit, moi, je fais le boulot pour lui, autant que je le fasse pour moi, quoi. J'étais piqué un peu au mode entrepreneur et j'ai créé ma société pour lui faire concurrence. Et de là, T'avais quel âge? c'était en 1998, c'était l'épopée de on est fou, on est champion du monde. J'ai dit, moi, j'y vais aussi, je suis un champion. J'avais 33 ans. 33 ans. Donc, 20 ans, 33 ans, vous voyez, donc il y a quand même 15 ans d'écart avant que je décide de nouveau être chef d'entreprise. Et c'est lui venu aux oreilles, on va dire, qu'un de ses employés, qui était pas mal coté, avait décidé de lui faire concurrence. Donc, il avait trouvé ça assez culotté. Et je me suis retrouvé à être convoqué
à Paris pour expliquer pourquoi j'avais décidé de lui faire concurrence. L'entretien a été assez bref, hein, parce qu'avec ce genre de personnes, c'est très très bref. Hein, Ouais. 10 minutes. En gros, il m'a fait comprendre que il ne me connaissait pas. Il connaissait un petit peu mon expérience. Il ne savait pas si j'avais les moyens financiers de lui faire concurrence. Et il m'a dit, tu vas complètement oublier ton projet et tu vas travailler en sous-traitant, c'est-à-dire que tu vas être un sous-traitant principal de la Compagnie Générale des Eaux. J'envoie un fax à tous les responsables d'agences de France, comme quoi ils peuvent te balancer autant de commandes qu'ils souhaitent, mais que tu es sous-traitant principal, à une condition que tu oublies ton projet de me faire concurrence. J'ai OK, on y va, banco. Et c'est là que j'ai rempli mon carnet de bons de commande sur une décision dans les 5 secondes. Donc, j'ai rencontré le big boss pour assurer on va dire, l'avenir de mon entreprise que j'avais créée avec mes meilleurs amis. Et donc, après, on s'est développé. On avait 25, 30 salariés, une entreprise qui marchait super bien. Est-ce que tu peux donner une idée des chiffres d'affaires que tu faisais au bout d'un ou 2 ans pour donner une idée Ouais. de… On était assez facilement, dans la première année, on a généré très très vite 500 à 800 000 euros de chiffre d'affaires. Et après, on est passé de 1, 2, 3, 4, 5 millions, puisqu'on avait des contrats, des bons de commande qui représentaient presque 800 000 euros systématiquement. Il t'a donné la poule aux œufs d'or, le JMM. Exactement, c'est-à-dire qu'il m'a vraiment mis sur orbite. Hein. Il a dit, tiens, je te propulse, il n'y a aucun souci. Toi, ton entreprise va être viable, tu vas bien gagner ta vie. Mais en plus de ça, de l'autre côté, je sais qu'il ne me fera plus concurrence puisque tu gagneras aussi, quoi. C'est du gagnant-gagnant. Le pouvoir d'oser. Hein. Exactement. Et donc, l'entreprise a très bien fonctionné, trop bien, puisque à l'âge de 35 ans, hein, l'argent a fait un peu tourner la tête à mes associés. Grosse voiture, des notes de frais de dingue, des gros salaires. Et à un moment donné, chose qui devait arriver. Hein. Alors, je ne suis pas rentré dans les détails la dernière fois qu'on s'est rencontrés, mais en gros, j'ai été trahi. C'est-à-dire que mes amis ont fait la même chose que moi. C'est-à-dire que mes amis ont décidé de monter en parallèle la même entreprise que la nôtre et ont détourné mes bons de commande, ont détourné les bons de commande de mes clients, ce qui fait que je me suis retrouvé avec une entreprise avec 30 salariés, mais beaucoup moins de chiffre d'affaires. Et j'étais obligé de déposer le bilan. Et vu que j'étais le gérant, j'ai pris toutes les responsabilités normales devant le tribunal et je me suis retrouvé avec 500 000 euros de dette Personnel. personnelle. Je ne Voilà. comprends pas comment ça marche, ça, mais c'est Alors, fou que… Je ouais, croyais qu'il y a une responsabilité limitée au non, niveau parce de… qu'en fin de compte, alors pour être rentré plus dans les détails, c'est-à-dire que Ouais. mes associés, qui étaient mes amis, faisaient des fausses notes de frais, dupliquaient les justificatifs l'un envers l'autre. Et moi, vu que c'était mes amis, je leur faisais confiance, vraiment, les yeux fermés. Et moi, je signais les chèques. C'était moi le patron, donc je signais les chèques. Ils sont aussi impliqués que moi dans le fonctionnement de l'entreprise. Ouais. Et ça a été défini comme abus de biens sociaux, D'accord. même si ce n'est pas moi qui en bénéficiais. Et c'est de là où j'ai été, en fin de compte, on m'a défini comme responsable D'accord. de ce dépôt de bilan. Et là, j'ai pris la TVA, j'ai pris l'URSSAF, j'ai pris tous les crédits où j'étais caution solidaire. Voilà, 500 000 euros. Cauchemar. Le cauchemar, 10 ans d'interdiction, 10 ans d'interdiction, interdit bancaire, la totale, tout ce qu'on veut. Donc, la descente aux enfers. Alors, en plus, il faut accepter la trahison De tes amis. de tes amis. Ce qui est Hein. dur aussi. Hein. Voilà, et que eux, d'autre côté, ils ont une entreprise qui fonctionne, mais tout est lié à toi, quoi. Et du coup, leur entreprise, elle est restée viable? Alors, la petite histoire, c'est que, Le karma? ouais, c'est qu'il y en a un qui est mort, qui est décédé par infarctus, parce que l'entreprise qu'ils avaient construite n'était pas viable du tout. Au bout de 2 ans et demi, ils se retrouvaient endettés. Et lui, ça l'a travaillé. Il y en a un, il est parti dans un pays étranger, et l'autre, il en est décédé. Tu vois, comme quoi, quand c'est mal acquis, ça profite jamais. Et donc, voilà, moi, d'autre côté, j'étais quand même dans la galère. Hein. Je prenais cher. Du coup, tu t'es senti comment là? Tu t'es retrouvé dans quel état à ce moment-là? Tu te retrouves, on va dire, tu es trahi, les gens te regardent, tes salariés, tes employés te considèrent comme un moins que rien, comme un escroc, parce que tout le monde sait que tout le monde dit que c'est de ta faute. Donc là, tu es endetté, tu as les huissiers, tu n'as plus rien, tu n'as plus de raison
d'aller de l'avant. L'avenir, c'est que du noir. Tu te dis comment je vais faire pour m'en sortir. Donc pendant 3 ans, sincèrement, j'avais un état d'esprit, j'avais ce mental de guerrier, mais je ne savais pas où je voulais aller. Puisque j'avais les huissiers tous les matins, j'ai vendu tous mes biens, c'est-à-dire que depuis 2003, avant 2003, je n'ai plus rien de ma vie. J'ai vendu mes bouquins, je faisais des brocantes. Mes parents venaient, ils disaient, mais tu vends ça? J'ai dit, ouais, mais j'ai besoin de manger. J'ai besoin de manger. Mais ça, on te l'a offert. Ouais, mais j'ai besoin de manger, maman. Ok. Et là, c'est un pack. J'ai vendu des jonquilles. J'allais cueillir des jonquilles la nuit. Je vendais des pâtisseries, je vendais des crêpes. Voilà. J'ai fait beaucoup de choses pour essayer de gagner 10, 15, 20 euros. Parce qu'il fallait que je mange. Et puis, il fallait que je dorme aussi. J'avais des grosses voitures. Donc, tout a été pris, tout a été saisi. Mon père m'a prêté sa vieille 205 en 2003. J'avais une 205 qui datait de 1982 ou 1981. Un truc de fou, quoi. Et je roulais avec ça et je dormais dedans. D'accord. Voilà. Et tu as fait tout type de boulot, quoi. Là, Ouais, là, je suis passé vraiment. Donc, j'ai été obligé de me faire oublier socialement. C'est-à-dire que j'ai rencontré une avocate qui est décédée, mais qui a été gratuitement m'a conseillé. Elle m'a dit, pour t'en sortir, il n'y a qu'une chose, il faut que tu te fasses oublier socialement. Donc, je vous explique clairement. Se faire oublier socialement, c'est ne plus avoir de numéro de sécurité sociale qui apparaissent dans différentes administrations, ne plus être salarié, ne plus avoir de compte bancaire, de façon, tu n'es plus rien. Tu deviens rien. Mais d'accord. Et ça, du coup, ça liquide la dette, ça? Ou enfin, ça permet que l'État il ne retrouve plus la dette, en gros? C'est ça, ça permet de faire oublier la dette que tu as auprès de l'État, auprès des différents organismes. Et il y a un temps pour ça. Il faut que ça dure au minimum 3 ans. Donc pendant 3 ans, tu deviens rien. Et alors, pour vous expliquer comment c'est compliqué, c'est-à-dire que quand tu dois trouver un travail, eux, ils vous font un virement ou ils vous font un chèque. Mais moi, il ne faut plus de compte bancaire. Donc, je travaillais qu'au black. Voilà, j'ai travaillé qu'au black. Je faisais que des petits boulots. Donc, j'ai fait vendangeur. J'ai appris le métier de maître chien. J'ai aussi fait éboueur. J'ai nettoyé des égouts. J'ai vendu des téléphones parce que j'étais un bon commercial. Donc, j'ai vendu des téléphones. Puis ensuite, au fur et à mesure, j'ai avancé comme ça un petit peu. J'étais dans l'immobilier au black. Un excellent vendeur dans l'immobilier. Je vendais des maisons sans les avoir vues. Moi, je faisais rêver les gens. Mais j'avais vraiment la rage. J'avais vraiment envie de manger, quoi. J'avais vraiment envie de m'en sortir. Et je voyais pas le bout du tunnel. Et c'est le sport qui m'a vraiment sorti de tout ça, puisque cette rage que j'avais en moi, il a fallu que je l'évacue. Et pour l'évacuer, rien ne valait le sport. Et j'ai découvert le fitness. Alors déjà, pour vous expliquer comment je me suis inscrit dans une salle de sport, c'est une amie qui a payé mon abonnement sur 2 ans, puisque moi, j'avais pas de RIB, j'avais rien. Donc, elle a payé mon abonnement sur 2 ans et je l'ai remboursé en espèces. Voilà, c'était ça, quoi, la transaction. Et moi, j'ai atterri dans cette salle de sport, 50 kilos tout mouillé parce que j'avais pris très cher physiquement et moralement. Et puis, je connaissais rien au fitness et je me suis dit, mais au moins, je vais pouvoir évacuer cette haine que j'avais. Et j'ai travaillé, je faisais n'importe quoi, sincèrement. Je me mettais sur un banc de développé couché, je restais coincé sous la barre. Je connaissais pas les mouvements, je faisais du tirage, je connaissais rien. Je me mettais sur un tapis à courir pendant 3/4 d'heure jusqu'à vraiment ne plus avoir de poumons. N'importe quoi. Le bourrinage. C'est ça. Évacuer, tu sais. Et le patron de ce club de sport s'est dit, mais d'où il sort ce fou? Il est 4 heures par jour, il fait n'importe quoi. Et je vais aller le voir. J'ai essayé de discuter un petit peu avec lui pour connaître un peu son histoire, parce qu'il a senti que j'avais une histoire et qu'il fallait qu'il m'aide, quoi. Donc au début, je l'ai envoyé bouler. J'ai dit, laisse-moi dans mon coin. Je suis un moins que rien. Je vais entendre parler de personne. Je voulais plus avoir d'amis parce que j'avais été trahi par les miens. Donc j'étais vraiment dans ma bulle, hein, une bulle qui aurait pu être vraiment, on va dire, qui aurait pu m'amener vraiment à ma perte, quoi. Et au fur et à mesure, il est rentré tout doucement, progressivement dans ma bulle. Et il m'a montré quelques mouvements. Je me suis dit, ouais, il est pas bête, celui-là, c'est pas mal. Puis après, il a voulu m'apprendre le métier de coach. Il m'a dit, tu as une telle volonté que je pense que tu peux inspirer des gens dans la salle à aller plus loin dans le sport ou à
aller au-delà de leurs limites parce que tu es vraiment le cas concret où tu dépasses toujours tes limites dans tout ce que tu fais. Tu veux être le meilleur. Et il m'a appris le métier de coach sur le tas. Lui, c'était un préparateur physique, c'était un champion du monde de pancrace. Donc, le pancrace, c'est coup de pied, point. Comme j'ai dit la dernière fois, le gars, il t'attrape, il te laisse au sol, quoi. Et il m'a appris le métier. Et j'ai lu énormément sur la nutrition, sur le corps en lui-même, les muscles. J'ai appris tout dans les bouquins, quoi. Il n'y avait pas Internet. Et je suis devenu coach sportif. Voilà. Et dans cette salle, j'ai rencontré ma femme, qui a été la clé de mon rebond. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu es plus bas, et ça c'est vraiment vrai, c'est-à-dire que j'avais du mal à le croire, mais quand tu es au plus bas, il faut que tu te poses, faut que tu te dises. Attends, excuse-moi, il y a une vas-y. sonnerie. Je reviens tout de suite. Désolé, un colis. Un colis. Yes. Colis de Noël. Pardon, et du coup, tu as rencontré ta femme. Voilà, j'ai rencontré ma femme et elle a vraiment… Donc déjà, je l'ai accompagnée, je l'ai coachée parce qu'elle arrêtait de fumer et elle voulait pas prendre de poids. Donc je l'ai coachée et puis c'est comme ça qu'on a été plus loin. Et c'était une des seules personnes de mon environnement, de mon entourage qui avait vraiment confiance en moi. Déjà dans la façon de la coacher, elle me disait mais je vais faire exactement tout ce que tu me dis. Au fur et à mesure, elle sentait, hein, je m'isolais souvent pour pleurer. En gros, je pleurais sur mon sort, c'est-à-dire que je m'isolais souvent. Puis un jour, elle a senti cette tristesse et puis elle a voulu en savoir un petit peu plus. Je me suis un petit peu livré, ouvert, c'est-à-dire expliqué d'où je venais, jusqu'au moment où elle m'a dit mais moi je te kiffe. Et je lui ai dit mais non, toi, tu n'as pas le droit parce que je vais t'apporter que des ennuis. Je suis un boulet financier. J'ai encore tellement de dettes qu'il est hors de question qu'on se mette ensemble. Elle voulait être propriétaire. Elle voulait acheter une maison. J'ai dit, mais moi, si on se met ensemble, ta maison, elle va disparaître. Les huissiers vont tomber dessus. Ta voiture. J'ai dit, non, il faut vraiment rien du tout. Et elle a vraiment cru en moi. Vraiment cru en moi. Et dans la salle, elle me disait toujours, mais c'est toi le meilleur. Dans cette salle, c'est toi le meilleur, c'est toi le meilleur. Et tu regardes autour de toi, tout le monde te regarde, tout le monde se dit waouh, mais la niaque qu'il a ce gars. Elle dit, tu te rends pas compte. Et elle m'a aidé à prendre conscience que je commençais à devenir quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que je m'étais fait une petite place dans cette salle de fitness où je n'étais plus un loser, puisque je l'étais dans la vie professionnelle. Je n'étais plus un loser, mais tout le monde me regardait en me disant ah ouais, il est bon lui, hein. Au niveau du sport, il est bon, il envoie du lourd. Et je me suis reconstruit comme ça. Reconstruit par le sport. Reconstruit par le sport. Et heureusement qu'il y avait le sport. C'était un véritable exutoire. Quand tu vois que je faisais 4 heures de sport par jour et que des fois, j'avais encore tellement d'énergie qu'il fallait que j'enchaîne le soir, 21h, faire 2h30 de squat jusqu'à minuit, où ma femme m'accompagnait, elle venait avec moi, et j'étais avec ce patron de club de fitness qui venait avec moi, qui disait « mais tu es increvable, c'est incroyable comment tu es increvable ». À minuit, j'avais encore une telle pêche, il disait « mais il faut arrêter, tu nous uses ». Et c'est là qu'il m'a dit « mais tu as une telle énergie en toi, une telle force qu'il faut s'en servir de ça ». Et c'est ce qui m'anime maintenant au quotidien. Tout le monde me dit « mais tu es bourré d'énergie ». Et je pense que c'est ça qui m'a sauvé. Alors, une petite parenthèse. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui veut développer une telle énergie? C'est difficile de donner un conseil. J'ai compris plus tard que quand tu es dans la difficulté, à un moment donné, il faut que tu te poses et que tu te dises « bon alors, qu'est-ce qui peut m'arriver de pire maintenant ?» Et ensuite, que tu te dises, que tu te projettes. Ok, maintenant ça, je ne veux plus le vivre. Il faut que je mette le peu d'énergie que j'ai pour m'en sortir et y aller petit à petit. C'est-à-dire que moi, j'ai commis une grosse erreur, c'est que j'ai voulu tout défoncer. Mais vraiment, aller être le meilleur.
Alors j'ai gravi les échelons. Ma réussite aujourd'hui, c'est parce que j'y suis allé vraiment petit à petit. Je me suis d'abord construit moi-même. J'ai d'abord cherché à me donner un but, mais un but à 6 mois, un but à 1 an. Et c'est comme ça. C'est-à-dire que j'ai pas tout de suite cherché à dire, tiens, il faut que je change de vie. Tiens, il faut que je gagne 10 millions. Tiens, il faut que… Non, Ouais. c'est OK. Dans 6 mois, il faut que tu n'aies plus cette peur de toi, ou il faut que tu aies cette confiance en toi en disant, bah, tiens, dans 6 mois, je vais me trouver un boulot qui me permette éventuellement de m'acheter une voiture à moi, ne plus vivre au crochet de quelqu'un. Ensuite, les 6 mois d'après, je vais chercher à peut-être construire quelque chose avec ma femme. Donc, comment je peux m'organiser? C'est-à-dire que j'ai fonctionné étape par étape. Hmm. Et l'énergie, je l'ai trouvée comme ça. Alors, moi, je l'ai trouvée par ma femme, parce que c'était mon environnement, parce que au moins une fois, je croisais une personne qui me disait, mais moi, j'ai confiance en toi. Et je pense que pour trouver cette énergie de vouloir te reconstruire, il faut t'entourer de personnes qui vont vraiment t'amener vers le haut. Ton environnement, il est hyper important. C'est beau parce que je t'ai pas guidé, j'ai rien dit. Et souvent, ce qu'on dit à nos alphas, c'est suivez le programme à la lettre. Cherchez pas à aller plus vite que la musique. Tout est optimisé pour que ce soit le mieux possible. Et si vous cherchez à en faire trop, vous allez vous casser la gueule. Exact. Et deuxièmement, l'entourage est essentiel. C'est-à-dire qu'on est dans une communauté, dans un groupe Facebook où il y a une vraie entraide, une très belle communauté où les gens répondent aux questions les uns des autres. Les gens vont jusqu'à s'appeler parfois quand il y en a qui est en difficulté, quand il y en a qui a des passages difficiles dans la vie, un décès dans la famille, quelque chose comme ça. Ils postent dans le groupe, les autres l'appellent. Ils sont même allés jusqu'à faire un week-end Alpha Farmer. Il y avait un- quelqu'un qui a une ferme, qui était en galère, qui avait plus d'argent, qui n'arrivait plus à gérer sa ferme. Ils sont allés à 12. Ils ont pris des billets à 12 pour l'aider un week-end. Ah, c'est cool ça, c'est bien Cool ça. ça. Ah ouais. Et du coup, appuyez-vous sur la communauté. C'est vraiment important. Donc, Exactement. C'est-à-dire que malheureusement, à un moment donné, la vie fait que tu fais le tri autour de toi. hmm, Moi, je dis toujours, il faut s'entourer de personnes positives qui croient vraiment que l'environnement va t'amener vers le haut. Moi, j'ai avancé progressivement. Pourquoi? Parce que ma femme m'a aidé. Ensuite, ce patron de club de fitness a cru en moi et je m'en suis servi comme appui. C'est-à-dire, je me suis dit, tiens, je vais être aussi puissant que lui physiquement, parce qu'il était très puissant. Je vais être aussi bon que lui. Une fois que j'ai atteint son stade, eh bien, j'ai trouvé autre chose pour aller encore hmm, plus haut. C'est-à-dire que mon environnement aujourd'hui est constitué de personnes qui m'aident à progresser. Même si j'ai 51 ans aujourd'hui, je cherche toujours quelqu'un qui est meilleur que moi pour pouvoir aller de l'avant. C'est-à-dire que si hmm, on s'entoure, si on est le meilleur de la salle, il y a quelqu'un qui le disait, si on est le meilleur de la salle, c'est qu'on n'est pas dans la bonne salle. c'est ça. Il faut s'entourer de personnes qui sont capables de vous hisser encore. Ouais. Et ça fait partie de votre communauté. Si vous avez des gens autour de vous qui sont en mesure de pouvoir vous aider, de Hmm, vous aider à aller plus loin encore, eh ben, ce sont les bonnes personnes. Si hmm. vous avez d'autres personnes autour de vous qui vous hissent vers le bas, c'est pas bon du tout. Alors, Voilà. dis-moi si je me trompe ou si c'est juste une interprétation, mais j'ai l'impression qu'il se passe aussi quelque chose quand on est au plus bas. C'est qu'on arrive à faire quelque chose que souvent les hommes, on a beaucoup de mal à faire. C'est d'être vulnérable et d'admettre nos faiblesses. Et c'est à ce moment-là où les gens se disent, tiens, celui-là, il a besoin d'aide. Alors que sinon, on essaye de faire le patron, on dit jamais qu'on a des difficultés, et du coup, les gens n'ont pas envie d'aider quelqu'un qui se croit en parfait état, quoi. Exactement. C'est-à-dire que moi, c'est ce qui s'est passé avec ma femme et aussi avec ce patron de club de fitness. C'est-à-dire que ils m'ont vu vraiment au plus bas, mais j'ai accepté de leur dire pourquoi j'avais cet état d'esprit-là, pourquoi je me considérais comme un moins que rien. C'est-à-dire que j'ai accepté de dire que ouais, voilà, j'ai eu tel échec, ça m'a fait tant de mal, je suis endetté. J'ai accepté de parler de moi et d'arrêter de jouer la personne très fière. Non, mais tout va bien. Hmm. Souvent, quand on me posait la question, salut, comment ça va? Ouais, ça va, super, génial. Alors que c'était pas vrai. Alors que 2 heures avant, je pleurais comme un malade dans ma voiture. Tu vois? Ou 2 heures avant, j'avais pris cette voiture et je roulais en disant, mais je sais pas où je vais.
Et donc, il faut accepter ça. Et c'est vrai qu'il faut arriver à en parler. Et pourquoi? Parce que ça, c'est vraiment une étape importante. C'est-à-dire, quand tu commences à parler de tes faiblesses, des difficultés que tu rencontres, à un moment donné, tu vas rencontrer quelqu'un qui va te tendre la main. Mais il faut surtout savoir et accepter cette main tendue. Parce que moi, qui étais chef d'entreprise de 25 ou 30 salariés, j'avais une certaine prestance. J'étais toujours en costard-cravate. Toujours en costard-cravate à signer des gros bons de commande. Et donc, à un moment donné, tu te dis, wow, c'est moi le patron. C'est moi le patron, ouais. Et tu descends plus bas, ben, moi, je suis plus rien, quoi. Ouais. Et tu as des gens qui étaient là, tu n'as plus du tout cet état d'esprit. Il faut que tu arrêtes de dire, hey, c'est moi le patron, il ne peut plus rien m'arriver, c'est moi qui mène la danse. C'est pas vrai. Tu subis la danse. Donc, il faut arriver à dire, ben, aidez-moi, s'il vous plaît, aidez-moi. J'ai été quelqu'un, mais c'était peut-être pas moi non plus, tu vois. Aujourd'hui, tu ne verras plus jamais en costard-cravate. Parce que je dis toujours que l'habit ne fait pas le moine. Il vaut mieux rester authentique. Et ça, je l'ai appris dans l'échec. Reste toi-même. Voilà. Donc ça, c'est important. C'est de rester soi-même et rester authentique. Donc ensuite, j'ai progressé dans le fitness. Ma femme, un jour, m'a dit, voilà, ça serait bien de faire une salle de sport. Et je suis redevenu chef d'entreprise, malgré moi. Malgré moi. C'est ma femme qui m'a vraiment dit, tiens, aujourd'hui, je veux une salle de fitness. Donc, mon expérience m'a permis d'éviter quelques erreurs et de faire en sorte que mes clubs de fitness eh bien, voient le jour et surtout et les réussites exponentielles qu'on connaît actuellement. Boom. Voilà, boum. Comme tu dis, boum. Ok. Bah écoute, je pense qu'il n'y a rien à rajouter. J'espère que cette histoire vous a inspiré et ça sert même à rien, je dirais, d'interpréter, de se chercher à vous. Il y a toutes les clés, elles sont dedans quand on suit un peu évacué par le sport. Faire confiance, enfin, être vulnérable, savoir s'ouvrir aux autres et du coup trouver quelques personnes qui peuvent vous aider. S'entourer de gens qui vous tirent vers le haut, des gens positifs et qui vous tirent vers le haut et qui vous aident à progresser. Et justement accepter de dire, voilà, j'ai besoin d'aide, aidez-moi. Et il y a des gens qui vous aideront, bizarrement, à ce moment-là, quand on arrête de faire le fier. Exactement. Hein, et tu vois, aujourd'hui, j'ai compris que ces échecs, c'était entre guillemets, c'était un petit peu mon destin. Pourquoi? Parce qu'il a fallu que je me forge une expérience pour peut-être aujourd'hui, tu vois, faire cette vidéo et aider des gens à aller de l'avant, à aller au-delà de ces échecs. Et je m'en suis aperçu quand j'ai fait mon intervention où je m'en suis aperçu uniquement à ce moment-là. Hein. C'est-à-dire que de parler de mon passé a été extrêmement difficile. Et c'est à ce moment-là que je me suis aperçu que je pouvais aider des gens. Je me suis dit, ah ouais, je motive des gens. Et il faut passer par là, quoi, pour à un moment donné peut-être trouver sa mission. Il faut dire qu'aujourd'hui, les échecs qu'on passe dans notre vie, c'est peut-être que la vie nous emmène quelque part et ça peut nous servir plus tard. Donc, il faut prendre ça comme une expérience. Un échec n'est jamais, un échec n'est pas un échec. C'est une période d'apprentissage. Mais on ne comprend qu'après ça. Mais c'est véritablement une période d'apprentissage. Si je pouvais vraiment dire, en dégager une idée principale, c'est si vous vivez un échec en ce moment, si vous êtes au plus bas, c'est que vous êtes en train d'apprendre. Eh bien, apprenez. Voilà. Laissez la vie faire, laissez la vie vous montrer comment il faut voir les choses et vous donner des leçons et apprenez. Ok. Les alphas, apprenez. Voilà. Merci beaucoup, Philippe. De rien, merci à toi. Et puis à bientôt, j'espère. À bientôt.